Voilà, merci, chers téléspectateurs de Bissabor Média. Ravi d'animer cette émission. Donc, l'émission est intitulée L'invité du Bissabor. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Abdourahmane Diallo. M. Abdourahmane Diallo fut enseignant, fut aussi le principal au niveau du CM Bounakan de Kolda. Il est aussi des cercles des écrivains de la région de Kolda. Donc, ravi de partager cette émission avec M. Diallo. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, Mustapha. Merci d'être chez nous, ici donc à Kunkane. Je dis bonsoir à Albouri Dia, qui est du côté de la technique, mais également à Abdoulaye Baldé, qui fait partie donc de l'équipe. Je suis content de voir naître sous nos yeux ce média qui s'appelle Bissabor Média. Bissabor Média, voilà, c'est bien. Voilà, merci M. Diallo. M. Diallo, donc nous allons parler de l'histoire du Bissabor. Oui. Donc avant d'attaquer le thème du sujet, nous allons d'abord faire le tour de notre invité. D'abord, ça veut dire son parcours. Avant ça, qui est Abdourahmane Diallo? Oui, vous avez parfaitement raison. Je m'appelle Abdourahmane Diallo. Je suis né ici à Kunkane en 1964. J'ai fait mes études coraniques avec mon grand-père, qui n'est plus là, mais c'est lui, ici dans cette maison où j'ai appris le Coran avant d'entrer à l'école française très tôt. Très tôt, à partir d'octobre 1970, je n'avais même pas encore les 6 ans. Je suis entré à l'école primaire, à l'école 1. À l'époque, il n'y avait pas une autre école à Kunkane, c'était l'école 1 seulement. Et après, donc, le certificat d'études, l'entrée en 6e, je me suis retrouvé à Ziguinchor. À l'époque, capitale de la Casamance, il n'y avait pas la région de Sédhiou, il n'y avait ni la région également de Kolda, c'était la capitale de la Casamance. D'ailleurs, elle est capitale de la Casamance depuis 1904 avec la colonisation française. Et je suis entré au lycée Diabo où j'ai réussi au BFM, ou en 83 si je ne me trompe, et où j'ai décroché mon baccalauréat en 1985. Et cette année-là, je me souviens, quand je suis rentré à Kunkane, c'était une année de famine. Bon, mais grâce à Dieu, on a pu gérer. Et aujourd'hui, ça fait partie donc du passé. Après le baccalauréat, un an après, en 1986, je me suis retrouvé à l'université de Dakar. Dakar ne comptait qu'une seule université. On ne l'appelait pas encore Université Cheikh Anta Diop, c'était l'université de Dakar qui a elle-même été créée en 1957 par la colonisation française. Et je suis entré au département de lettres modernes où j'ai étudié, j'ai fait mon parcours jusqu'à la maîtrise que j'ai décrochée en 1992. C'est vrai que l'école était très difficile en ce moment-là, avec les grèves. Je me souviens de 1988, où il y avait eu l'année blanche, 1968, mais moi, j'ai pas vécu 68, j'étais encore plus jeune. Et après le certificat de maîtrise, je me suis posé beaucoup de questions. Mon père était devenu vieux, il était âgé, il fallait entrer dans l'enseignement. C'est comme ça que je suis entré par la vacation. On m'a affecté au CEM de Kubanao, où je suis arrivé un 16 novembre, je me souviens comme si c'est aujourd'hui, le 16 novembre 1994, je suis arrivé à Kubanao aux environs de 19 heures, où j'ai été accueilli par mon défunt principal, Alassane Gassama. C'est là où j'ai passé mes premières armes dans l'enseignement, même si je l'avais déjà commencé à Dakar, mais à Kubanao, j'ai été formé vraiment en latin, en grec, et j'ai approfondi mes connaissances parce qu'encore, je commençais l'enseignement, mais j'avais pas eu la chance d'avoir le diplôme professionnel. Et c'est comme ça où je suis resté pratiquement de 1994 à 1997. En 1997, on m'a affecté chez moi à Vélingara. Je me suis retrouvé au lycée Chérif Samsidine Aïdara de Vélingara, où j'ai travaillé aussi. C'était pas facile, mais j'ai pu travailler pendant des années. On a fait un excellent travail à l'époque avec les autorités scolaires, avec les collègues. Et en octobre
19, on m'a affecté au CM Kolda 2 à Kolda, où je suis arrivé content aussi d'être dans ce que nous appelons aujourd'hui la capitale du Fouladou. C'est là où j'ai enseigné. Et pendant mon séjour de Kolda, à partir de 2001, je suis allé à l'école normale supérieure de Dakar, où nous avons fait la formation. Et à l'époque, en septembre 2001, au moment où il y avait l'attaque des deux tours jumelles du World Trade Center à New York, nous étions en formation à l'époque. Et ça, je ne l'oublierai aussi jamais. C'est là où, en 2002, j'ai eu mon certificat d'aptitude à l'enseignement moyen, où, il faut le dire, nous avons été la dernière promotion de l'école normale supérieure. Parce qu'un an après, à partir de 2003, on crée la FASTEF, la faculté des sciences de l'éducation, qui existe encore aujourd'hui. Voilà, merci. Bon, par rapport à, donc, peut-être préciser, ou bien vous avez... Oui, allez-y, vous pouvez préciser aussi. Oui, oui, je voudrais simplement dire que cette période-là, il faut rendre hommage au régime de Abdoulaye Wade, qui nous a formés. Et à partir de 2002, quand on a eu le diplôme, on est entré vraiment comme fonctionnaire dans le système éducatif sénégalais. Voilà, merci donc d'avoir eu à rappeler donc votre cursus scolaire. Et maintenant, en tant que professionnel, maintenant, votre parcours, vous l'avez expliqué. Oui. Mais il y a j'ai pas tout dit. Ouais, vous n'avez pas tout dit. J'ai pas tout dit parce que là, je suis resté jusqu'en 2011. On m'a affecté comme formateur, ce qu'on appelait à l'époque le CPI. On m'a affecté comme formateur en français. Je me suis retrouvé avec l'ancien président du conseil départemental, Mamadou Diamanka, comme formateur en français. Et nous avons sillonné toute la région de Kolda, où nous avons rencontré des collègues qui étaient là, qui étaient en période de formation diplômante. Et nous avons fait, à l'époque, nous avons fait le département de Yorufula, même n'existait pas. Nous avons fait Vélingara, nous avons fait le département de Kolda. Nous sommes allés dans les écoles et nous avons formé. J'ai appris aussi dans le tas donc à former des collègues, des jeunes collègues qui étaient là, et ça m'a beaucoup marqué, ça a beaucoup joué sur mon dos. Mais à un moment donné, à partir de 2011, j'ai pensé, 2012, excusez-moi, j'ai pensé à demander à devenir chef d'établissement. C'est comme ça qu'en juillet 2012, on m'a affecté comme principal au CM de Médina Chérif. C'est là où je vais passer 6 ans. Et j'ai eu l'expérience où on a construit un collège de plus de 200 millions. Nous l'avons ouvert à l'époque avec le ministre, quelqu'un qui était au Parti Socialiste, El Diouf. Et je rends hommage à Boubacar Mané, qui avait contribué. Et à l'époque aussi, il y avait l'ancien président, paix à son âme, le président Abdoulaye Baldé. Donc cette école-là a été créée devant moi, elle a été construite. Bon, elle a d'abord été créée avant que je ne vienne, mais elle a été construite devant moi. Et l'inauguration a été faite en grande pompe. El Diouf était là, grand footballeur, et le ministre de l'Éducation d'alors était là. Il y a eu énormément de monde, ça a été une très belle fête. Et nous remercions Boubacar Mané de Hope 87 qui a, avec ses partenaires, ont construit ce CM. Mais après, je suis resté jusqu'en 2017. En 2017 aussi, en juillet 2017, j'ai demandé à retourner à Kolda parce que je voulais encore continuer, il y avait des choses à faire, surtout dans le domaine de l'écriture. Et c'est comme ça qu'on m'a affecté au CM Bounakan, où je suis resté jusqu'à ma retraite en juillet 2024. Oui. Et il faut dire aussi, dans le domaine de l'écriture, j'ai commencé à écrire à Ziguinchor pendant que j'étais élève. En 1985 déjà, j'ai publié un article dans le journal du lycée qui s'appelle Le Bombolon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Mais pour que je sois publié, c'est Gorko Dieu et moi, nous avons été publiés pour la première fois en 2009 et nous le devons à un écrivain de Kolda qui s'appelle Seydi Sow, qui était venu et qui nous a vraiment, qui a aimé le travail qu'on a fait. C'est comme ça qu'on va être publié en 2009 et nous devenons ainsi membres de l'association des écrivains du Sénégal. Et en 2013, si je ne me trompe,
Gorkodio a eu un prix en France, le prix Terme Édition. Moi aussi, un an après, j'ai eu le prix en France, le prix Terme Édition. Et à partir de ce moment-là, la route de l'écriture, elle est bien balisée et nous avons continué à travailler. Voilà, merci donc d'avoir répondu à ces questions. Monsieur Diallo, maintenant revenez sur, en tant qu'enseignant, mais aussi écrivain et historien, on peut le dire aussi. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ces domaines-là? Oui, bon, moi Parce qu'il y a toujours des motivations. Oui, étant très jeune, j'ai vu mon grand-père qui était maître coranique. Donc l'enseignement, je l'ai dans le sang. Mon grand-père était maître coranique, c'est lui qui m'a appris le Coran. Donc très jeune, mon grand-père m'a donné l'envie de transmettre des connaissances. Et je crois que tout est parti de là. Et aujourd'hui, je rends hommage à mon grand-père qui m'a enseigné les premières lettres de l'alphabet arabe et de l'alphabet coranique. Et je lui dois énormément. Avec lui, bien sûr, mon père, paix à son âme, qui a tout fait, qui a insisté pour que j'aille à l'école française. Parce que mon grand-père voulait que je reste à côté de lui à l'époque. Bon, l'autre chose qui m'a motivé, le Fouladou, quand je regarde les écrits des écrivains sénégalais, il n'y a rien sur la région de Kolda à l'époque, sur le Fouladou. J'ai dit, bon, je vais apprendre les armes, maîtriser le français, qui était à l'époque la langue de communication, qui reste encore notre langue officielle. C'est comme ça que j'ai pensé à écrire. Et pendant que j'étais élève, surtout étudiant, j'ai commencé à écrire. Le livre que j'ai publié, le premier en 2008, disons en 2009, Les marécages de la paix, j'ai écrit ça presque pendant que j'étais. Voilà, merci donc sur ces réponses. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet, ça veut dire l'histoire du Bissabor. Oui. Donc, M. Diallo, pouvez-nous revenir sur le mot d'abord Bissabor? Bissabor, très bien. Bissabor, c'est un mot, vraiment, moi, je voudrais vous féliciter. Parce que le Bissabor, c'est le nom du canton qui aujourd'hui, malheureusement, a disparu. Mais je veux simplement dire qu'en parlant du Bissabor, on est obligé de parler de l'histoire de la Casamance et de l'histoire d'un empire qui a marqué là où nous sommes, qu'on appelle le Kabou en mandingue, on l'appelle Gabou en français, Gabou en Wolof, Gabou en Sérère, et qu'on appelle Ngabou en langue pulaar. Mais chez les Baïnouk, ils ne parlaient pas de Gabou, ils parlaient de Cabo. On retrouve aussi Cabo chez les Portugais, qui sont les premiers colons à arriver en Casamance. Bon, la période entre le 6e et le 13e siècle, le Gabou était sous administration Baïnouk. Qui sont les premiers habitants du Gabou, de cette partie, de la Casamance d'ailleurs? Ce sont les Baïnouk et aussi un autre peuple ici présent actuellement qu'on appelle les Badjaranké couramment, mais qu'on appelle aussi les Pajadinké. Ils sont là et ces deux peuples-là ont été sans doute les premiers habitants du Gabou, les premiers habitants de la Casamance. Entre le 6e et le 13e siècle, c'est eux qui ont habité ici et ils ont, d'ailleurs quand on dit Kabou ou Kabo en langue Baïnouk, ça signifie le pays des initiés. Et pendant cette période-là, tous les noms de villages, les noms de provinces sont généralement soit d'origine Baïnouk ou d'origine Badjaranké ou Pajadinké, si vous voulez. Le Kabou, à l'époque, ou le Gabou, si vous voulez, c'était en fait un très grand empire qui part du sud du Saloum, la Gambie, la Casamance et le nord de la Guinée-Bissau. C'était ça le Gabou, jusqu'à l'océan Atlantique du côté de Ziguinchor, Cap Skirring, pour aller vers la côte. Et il faut dire, pendant cette période-là, le Gabou avait une capitale, mais la capitale se trouvait à Mampatim. Aujourd'hui, ce qu'on appelle Mampatim Sintian, les vestiges sont encore visibles. Et malheureusement, à partir de 1240, quand Soundiata Keïta est arrivé au pouvoir, il a battu Soumaoro Kanté, il est arrivé au pouvoir à partir de 1235 au niveau de l'Empire du Mali. Quelques années après, le Mali a besoin d'une expansion pour aller vers la côte, pour aller vers l'océan Atlantique. C'est pourquoi, à un moment donné de l'histoire, Tira Makhan Traoré, qui était un général disons, de Soundiata Keïta, il quitte le Mali, il entre par le Bundu
il continue, il va jusqu'au nord du Sénégal, dans ce que nous appelons aujourd'hui le Jolof. Ils avaient acheté là-bas des chevaux, parce qu'on n'en trouvait pas au Mali à l'époque. Oui. Ils ont acheté des chevaux des mains du Jolofi Mansa. Malheureusement, le Jolofi Mansa n'avait pas rendu les chevaux, en tout cas. Donc, quand il est venu Tiramakhan Traoré, il a tué le Jolofi Mansa, il a récupéré les chevaux, et en descendant, il est arrivé à Bassé. Bassé, Mansédian, comme on l'appelle, en Gambie. Il va descendre plus au sud et créer une nouvelle capitale qui s'appelle le Kansala. Kansala. Mais les Mandingues n'étaient pas nombreux. Il y avait pratiquement que 2 noms de famille, Traoré et Kanté. Ils vont gouverner, mais lui, Tiramakhan Traoré, il ne restera pas chez nous, il ne restera pas au Gabou, il va repartir à rendre compte à l'empereur Sundiata Keïta. Donc, quand il est parti, il va y avoir une succession au pouvoir entre Kanté et Traoré, mais à un moment donné de l'histoire, il va y avoir un mariage et un métissage entre les Mandingues qui sont sur place et les Djola, les Balantes, les Bainouk, comment on les appelle, donc même les Peuls, n'est-ce pas, les Biafada. Ils vont, donc de ce métissage-là va naître une nouvelle composante du Gabou. Désormais, on ne va plus retrouver des empereurs du Gabou qui vont être des Kanté ou des Traoré, non. On va avoir ce qu'on appelle les Nyancho. Les Nyancho va être la nouvelle caste dirigeante. Ces Nyancho-là, il y a essentiellement 2 noms de famille, Mané et Sané. Mais pour être Nyancho, la maman doit forcément être Mané ou Sané. Si le Nyancho, ton père est Nyancho, ta maman n'est pas Nyancho, tu ne peux pas être Nyancho. Donc c'est comme ça que c'est eux qui vont se succéder sur le trône du Gabou, pratiquement à partir de 1240 jusqu'en 1867. Et les Peuls du Fouladou, pendant 581 ans, ces Peuls-là seront sous domination mandingue, parce que c'est eux qui étaient là. Et il y avait combien de royaumes, de provinces? Il y avait 32 provinces. Et je vous t'ai raconté ce matin au téléphone, quand vous prenez à l'est de Vélingara, quand vous prenez donc la commune de Nemataba, tu as parlé aussi de là où il y a le Lumola. Kanja. Non, pas Kanja. Biaro, Barikunda. Non, Barikunda. On va revenir sur Barikunda. Mais quand tu vas à l'est, Mandadouane, tout ça, Mandadouane, Sintian Kundara, Kumbadjouma, Nemataba, tout ça forme une province qu'on appelait le Kantora. Le Kantora, sous la période Bainoung, était dirigé par des femmes qu'on appelle les Mansa Mousso, mais elles sont de la famille Sagna. Maintenant, le nom Bissabor, d'où est-ce qu'il vient? Honnêtement, je ne saurais le dire, parce que malheureusement, on n'a pas écrit là-dessus, et vous avez eu raison de poser cette question. Mais on peut supposer que la Casamance, dont les premiers habitants sont des Bainoung, et il y a beaucoup de noms aujourd'hui dans mes recherches qui sont des noms Bainoung. Je vous ai dit ce matin, quand tu dis Bissabor, le hors de Bissabor, on le retrouve dans le hors de Ziguinchor, dans le hors de Djibelor, dans le hors de Inor, dans le hors de Tobor. Le hors signifie en langue Bainoung la cité. Le même hors devient un R quand vous allez à Banger. Le R de Banger signifie la cité. Banger, Djibonker, Senghor, c'est aussi des noms Bainoung. Et plus loin, dans ces allomorphes, il y a un autre nom en art, comme quand vous dites Sakar, quand vous dites Mandouar, quand vous dites même ici Pandangar, tous ces noms en art, le art signifie en langue Bainoung la cité. Donc on supposerait peut-être que quand on parle de Bissabor, c'est peut-être par rapport à cette province et peut-être probablement il a existé une cité qui s'appellerait peut-être Bissabor. En tout cas, la vérité elle est ailleurs. En parlant de Bissabor, Bissabor désigne je te l'ai dit ce matin, un canton. Un canton parce que à partir de avant 1924, le Fouladou n'était pas totalement sous domination française. Il a fallu attendre 1924 où la capitale était Kolda déjà à partir de 1909 devient la capitale
du Fouladou, parce qu'avant Kolda, il y a eu Ndorna, il y a eu Hamdallah et Moussa Molo. Mais quand les Français vont réussir à chasser Moussa Molo, qui va s'exiler en Gambie, ils vont déplacer la capitale de Hamdallah, ils l'amènent à Kolda à partir de 1909. À partir de 1909, les Français vont avoir une expansion vers l'Est. C'est comme ça qu'ils vont faire de Vélingara, à partir de 1924, la capitale de la subdivision. Et ils s'installent. Il y avait une province qui se trouvait dans le Kanya, dont tu as parlé tout à l'heure, jusque dans le Nematava. Cette province-là, on l'appelait le Patim Nord, qui était dirigée par, je te l'ai dit ce matin, la famille de Beybalde, n'est-ce pas, Moulay Sirandi. Mais avant Moulay Sirandi, c'est son père qui avait le canton au temps de Moussa Molo, entre 1883 et 1903. Donc, celui-là qui avait le canton, c'est lui le père de Moulay Sirandi. Et pendant cette période-là, on appelait cette province-là, où la capitale était à Souriel. Souriel Moulay. Et Souriel Moulay, cette famille-là, elle est originaire de Kolda, notamment dans le Médina Yoro-Fula, non loin de Pata. Ils sont originaires d'une cité. Mais comme ils avaient beaucoup de vaches, ils ne s'entendaient pas trop avec le roi Moussa Molo. C'est pourquoi ils ont émigré. Ils sont venus vers l'Est. Ils sont venus dans le Kanya, où il y avait énormément de forêts, énormément de cours d'eau, de rivières, de points d'eau. Ils se sont installés et ils ont créé le village dont je t'ai parlé tout à l'heure, de Souriel Moulay. Maintenant, à la mort du père de Moulay Sirandi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? C'est Moulay qui devient chef de canton pratiquement à partir de 1903. Il va être chef de canton. Et quand la France s'installe, à partir de 1924, ils sont installés. Moulay Sirandi va continuer à être chef de canton, mais il était vieux. En 1939, il quitte le pouvoir, il cède le pouvoir à son fils, qui a été tirailleur sénégalais, qui s'appelle Yero Moulay Baldé. Mais à partir de ce moment, à partir de 1939, le canton du Patim Nord et le canton du Bissabor. Si vous prenez le Bissabor, les limites, c'est en fait, c'est la famille Diao qui dit le Bissabor. Mais les limites du Bissabor, si vous venez à l'est, c'est Diaoubé qui est à la limite. Et le dernier village, c'est Nyandouba. Nyandouba au niveau donc du fleuve. C'est ça, d'ouest en est. Si vous prenez du sud, du nord au sud, c'est Barikunda, le dernier village. Et l'autre village, c'est en allant au Pachana, ce qu'on appelle Sare Mamadou Firaïma. Quand vous traversez, vous êtes carrément dans le Pachana. Voilà un peu. C'est une province, elle n'est pas très large, elle n'est pas très vaste. Elle va être rattachée au canton. Et désormais, à partir de 1939, on ne dit plus le canton de Bissabor, il deviendra simplement le canton de Patim Kanyai. Mais il faut préciser qu'entre 1883 et 1903, la capitale du Bissabor était à Kanyai. Et celui qui était le chef de canton, il s'appelle Faran Diabou. Faran Diabou va avoir un fils qui va aller comme tirailleur sénégalais lors de la Première Guerre mondiale, sans doute, qui s'appelle Saïdou Faran Diao, qui lui aussi, à la mort de son père, deviendra chef de canton. Malheureusement, en 1939, quand le canton du Bissabor a été rattaché à celui du Patim Nord, désormais qui va s'appeler Patim Kanyai. Et à partir de ce moment, lui, Saïdou Faran, qui a créé le village de Sare Saïdou, ne reste pas à Kanyai, il préfère migrer. Il se déplace, il va vers l'est, il va dans le Pakan. Il va s'installer à Darou Hijratu. C'est là où il va mourir à partir de 1964. Donc, globalement, pour me résumer, Bissabor, c'est le nom du canton qui, aujourd'hui, où il y a pratiquement trois communes d'ailleurs. La commune de Kunkane, la commune de Diaoubé Kabendou, mais aussi la commune de Kanyai. Ce sont ces trois communes-là qui regroupent aujourd'hui le canton de Bissabor qui, aujourd'hui, on vous félicite parce que ce nom ne doit pas être oublié. Ça fait partie de notre histoire. C'est ça. Voilà, merci donc de ces réponses. Maintenant, quels sont les événements majeurs qui ont marqué Bissabor? Oui, les événements majeurs, d'abord, c'est, vous l'avez dit, il y a la création de Diaoubé.
Diaobé va être créé à partir de 1953. Et je vous l'ai dit ce matin, il a été fondé par Koliel Diao. Mais avant que Diaobé ne soit créé, les Diaobengabe, pour parler comme ça, ils sont venus du Massina, comme tous les peuples pour la plupart. Ils sont venus du Massina et quand ils sont arrivés, ils se sont installés à Bantangel. Bantangel qui est de loin, qui a été créé de loin avant Koungkane. Et il s'est installé à Bantangel. Et à Bantangel, il avait tellement de vaches, plus de 3000 têtes. Et il avait réussi, il avait, pour aider les gens, il avait construit même, n'est-ce pas, un abreuvoir. Il avait fabriqué un abreuvoir. Tous les matins, comme il avait beaucoup de vaches, il mettait du lait là-bas. Les villageois ou bien les étrangers de passage venaient boire du lait. Tellement le vieux Ndiobo avait des vaches. Mais à un moment donné, en ce moment, ce n'était pas, c'était sous la domination mandingue. La capitale de la province était à Kabindu. Les Mandingues ont dit, le fleuve, à cause du fleuve, ils ne peuvent pas traverser le fleuve, venir assister Ndiobo au niveau pour la sécurité. Il a demandé au Diaobengabe de quitter, comment on appelle, Bantangel pour aller créer le village de Diaobé. C'est comme ça que Diaobé va être créé à partir de 1853 et c'est Koliel Diao qui va créer le village de Diaobé. Koliel est le père de Yabo qui va être aussi chef de canton. Lui, il va être chef de canton dans le Kumbadjouma, dans le canton dont j'ai parlé tout à l'heure, le Kantora. C'est lui le père de Sekou Yabo, le père de Samba Yabo. Sekou Yabo, c'est lui le père de notre oncle Salif Diao. Samba Yabo est le père de notre oncle que nous connaissons bien, El Hadj Mountaga Diao, qui est à Kolda. Et le fleuve va être racheté par la famille Diao, en tout cas. Ils vont acheter le fleuve des mains du roi Moussa Molo. C'est pourquoi ce fleuve-là, son vrai nom, Wendu Diaobé. Tous les enfants, tous ceux qui sont nés à Koungkane, quand ils vont au fleuve, ils te diront, mais Wendu. Mais ils ne savent pas à qui appartient Wendu. Mais Wendu Diaobé. Et moi, pendant mon enfance, on faisait une pêche. Parce que le fleuve, il n'y avait pas d'eau en permanence comme maintenant à cause du barrage. Avant le barrage, à partir du mois de février-mars, il n'y avait plus d'eau. Il y avait des points d'eau. Et pour faire la pêche, au mois de mai, on se rendait à Medina Oumar, Sare Oumar. Je ne sais pas si vous avez été. Oui, Sare Oumar, oui. C'est là où on faisait la pêche, mais une pêche collective. Et ça se faisait soit un lundi, un mercredi ou un samedi. Voilà les jours où on pouvait faire la pêche. Ce sont les Diaobengabe qui donnaient l'autorisation. Si jamais quelqu'un qui n'est pas de cette famille décide d'aller pêcher, vous risquez de vous blesser. Donc, parce que le fleuve appartient historiquement à la famille Diao. Mais dès que Diao donne le ton, normalement la pêche collective se passe bien. Et tous les villages aux alentours de Koungkane jusqu'à Diaobé, tout le Bissabor, tout le monde se rendait là-bas. Moi, j'ai pas assisté à ça quand j'étais jeune, où le fleuve n'avait pas, où il n'y avait pas encore de barrage. C'était une fête qui se passait au mois de, une très grande pêche collective au mois de mai. Et parfois en début juin. Oui. Voilà, merci donc d'avoir résumé le mot Bissabor, donc les premiers habitants, mais aussi les événements majeurs. Et comment les événements majeurs aussi, toujours à propos de ces événements, parce que j'ai pas tout dit, il y a, il faut le dire, à partir de 1945, notre oncle Salif Diao, en août 45, il est nommé chef de canton de Koudora Nyampayo. Sa famille n'était pas à Diaobé même, ils étaient dans un village qu'on appelait Missira Sekou. Il va prendre sa famille, ils vont émigrer, ils vont le suivre dans le Nyampayo jusqu'en 1960. C'est à partir de 1960 qu'ils vont revenir. Maintenant, ils vont créer le Lumo, c'est un événement majeur, le marché hebdomadaire, à partir de 1974, qui est aujourd'hui considéré comme le fondateur du Lumo, c'est El Hadj Salif Diao, qui a été député. Au même moment que Ousmane Seydi, il a été député, et c'est lui qui était le responsable politique PS dans le Bissabor, particulièrement dans la communauté rurale de Koungkane, nous quand on était jeunes. Et le village de Sarebouran où tu es,
le fondateur Bouran était à Kunkane Fulbe. Kunkane Fulbe, c'est de Kunkane Fulbe qu'il est parti fonder le village de Sare Bouran à partir de 1937. Mais Kunkane, le village lui-même, il a été fondé dès 1886 par deux chasseurs, Demba Dembu et Samba Karfa Bouaro. Bon, je ne vais pas être long, je pense que c'est voilà, merci, voilà, vraiment, voilà, c'est émouvant d'entendre l'histoire donc du Bissabor. Merci encore une fois, donc, M. Diallo. Presque vous avez tout résumé sur les premiers habitants, comme je le disais, et comment a évolué autant pour moi le Bissabor. Maintenant, on va revenir sur la conclusion, on va refermer donc sur ça. Maintenant, vos conseils à la jeune génération. Oui, avant les conseils, donc pour me résumer, si on vous demande l'origine du Bissabor, dire que c'est le canton du Bissabor qui a existé et qui a existé jusqu'à 1939. Et ce canton-là, à partir de 1883, où Moussa Molo va le confier à Farandiabou et la capitale était à Kandiaï. Malheureusement, le canton va être fondu dans le canton du Patim Kandiaï à partir de 1939. C'est le nom de ce canton-là qui a donné le nom à votre média qui s'appelle Bissabor Média. Voilà. Maintenant, le conseil qu'il faut donner à la jeunesse, c'est de lire. On ne lit pas beaucoup, c'est d'apprendre. Le savoir, c'est ce savoir-là demain qui peut nous valoriser, qui peut nous donner en tout cas une réussite, un succès. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont tournés vers les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, ainsi de suite. Alors que il faut lire, il faut accepter d'apprendre, il faut travailler. Malheureusement, moi, le conseil que je donne, les élèves doivent continuer à travailler, à apprendre. Parce que c'est avec le savoir qu'on peut développer ce monde. L'arme la plus terrible, comme le disait Mandela, c'est vraiment l'éducation. L'éducation, effectivement. Voilà, votre avis maintenant sur les médias, donc c'est notre première émission, ça veut dire on vient de commencer. Quel appel lancez-vous ou bien quel est votre message envers Mon message d'abord, c'est de demander à Dieu de vous protéger. Vous les fondateurs, je pense à toi, je pense à Albouridja, je pense à Amadou, Ablaye Baldé. Seydou Baldé. Comment? Seydou aussi. Seydou Baldé. Vraiment prier Dieu pour Ablaye Ba aussi. Ablaye Ba, d'accord. Donc, prier Dieu que ce média qui s'appelle Bissabor Média puisse avoir du succès. Parce que Kunkane, il y avait un vide. On n'avait pas de chaîne YouTube. Et maintenant, avec vous, ça démarre. On prie que vraiment ça soit un très grand succès. Et en tout cas, nous allons continuer à vous appuyer, à vous accompagner. Et maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés. Et on aurait voulu aussi que l'État sénégalais nous accompagne parce que le réseau est difficile à partir de la nuit. Le réseau téléphonique n'est pas facile. En tout cas, je prie pour vous, pour que ça soit un succès. Que cette aventure que représente pour nous Bissabor Média soit un succès. Et je prie Dieu que Dieu vous accompagne dans votre combat pour l'information et pour le développement de la commune de Kunkane et au-delà de Kunkane, de tout le Bissabor. Merci beaucoup de ces prières, qu'Allah exauce ces prières. Monsieur Diallo, on va maintenant vous donner le mot de la fin. Mot de la fin. D'abord, je suis très touché quand vous commencez par moi. Vous n'étiez pas obligé. Vous avez la possibilité de le faire avec un autre. Moi, je suis un petit Kunkanois. Je suis très, très touché. Donc, je tiens à te remercier. Toi, l'année dernière, on a beaucoup discuté quand j'ai écrit ce livre avec ton ami Bamina. Bamina Sabali. Donc, vraiment, moi, je sais que tu es un homme qui aime la lecture, qui aime le savoir. Donc, je ne peux que vous dire, ma porte n'est pas fermée. Mon téléphone n'est pas fermé à vous. Appelez-moi quand vous voulez. Si vous avez besoin de quelque chose aussi, appelez-moi. Si je suis à Kunkane, vous venez. Moi, je suis vraiment à votre disposition. Je fais partie, en tout cas pour moi, des membres fondateurs de Bissabor Média. Et je vous souhaite, comme si vous étiez sur la mer, vraiment vous faites face aux vagues. Je vous souhaite bon vent et que votre navire navigue sans difficulté sur la mer.
Voilà, merci beaucoup, monsieur Abdourahmane Diallo. Donc, ce fut un plaisir de partager avec vous sur cette émission, donc sur l'histoire de Bissabor. Donc, chers téléspectateurs de Bissabor Média, ravi de vous faire cette émission. Et merci de nous avoir dit que voilà, les gens puissent abonner donc à notre page YouTube Bissabor Média, donc et toutes les autres plateformes TikTok, Facebook et aussi bientôt sur WhatsApp, Inch'Allah. Donc merci. Donc à la technique, c'est aux caméras, c'est Albouridja. Et à la présentation, votre ami et fidèle serviteur Moustapha Diallo. Merci, ciao. Voilà.